Salut, j'espère que tu vas bien. Et juste avant d'introduire ma vidéo, j'aimerais juste prendre un petit temps de prière. Donc si tu me permets, je te laisse tendre tes mains et te préparer, te disposer à prier. Voilà, sois déjà béni. Seigneur Père éternel, je prie que tu puisses bénir chaque personne qui regardera cette vidéo, chaque personne qui m'accordera, Seigneur, de son temps et qui se posera, Seigneur Père éternel, pour m'écouter, pour écouter le parcours de ma vie, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, je prie que je puisse être rempli, que ta présence, Seigneur Père, puisse se remplir en ce lieu et que tu puisses disposer les cœurs à pouvoir entendre, Seigneur Père, ce témoignage. Oui, Seigneur, ouvre les cœurs à pouvoir comprendre peut-être certaines choses, Seigneur, que tu les appelles à comprendre à travers peut-être des événements de ma vie, Seigneur. Je ne sais pas, mais je prie que cela puisse être édifiant, Seigneur Père éternel. Oui, Seigneur, je prie que toute la gloire te revienne, Seigneur, et que aucune gloire ne revienne à moi, Seigneur. Mais que lorsqu'il m'écoute, Seigneur Père éternel, il ne voit pas la difficulté de la vie, mais il voit ta grâce, Seigneur Père éternel. Je prie que chaque personne, Seigneur Père éternel, puisse être touchée par toi, Seigneur, durant cette vidéo, Seigneur. Alors Père, manifeste-toi d'une manière ou d'une autre, mais parle à travers cette vidéo ou bien l'instrumental de prière que mon ami m'a gentiment fait. Amen. Je te remercie d'avoir pris un temps de prière avec moi. Juste avant de commencer, du coup, je voudrais juste encore une fois te prévenir. À la fin de la vidéo, je m'apprête à te dire au revoir, mais en réalité, je n'ai pas réellement fini. J'avais encore quelques trucs à rajouter. Donc, si t'as vraiment la grâce de pouvoir m'écouter, la patience de pouvoir m'écouter, reste à la fin et écoute ce que j'ai à dire. Mon frère, ma sœur, sois béni et je te remercie de m'accorder de ton temps. Merci beaucoup. Je te suis éternellement reconnaissant. Alors, bon témoignage. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Steven, j'ai 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon témoignage et de ma rencontre avec le Seigneur Jésus, de ma sanctification. Voilà. Donc, je vais déjà commencer par vous parler un peu de mon enfance et puis après, je vais enchaîner par la suite. Donc, moi, il faut savoir que je suis né dans une famille très précaire, une famille avec des ressources financières très limitées. Ma mère, donc moi j'ai grandi sans mon papa, ma mère elle n'avait pas vraiment beaucoup de moyens financiers. Donc je vais commencer dès ma naissance. Je vais juste introduire un peu le contexte de comment est-ce que je suis venu au monde parce que c'est aussi un peu ça qui fait un peu mon histoire entre guillemets. Mais voilà, moi il faut savoir que ma mère, elle a déjà des enfants, donc j'ai d'autres frères et sœurs de plusieurs pères différents. Il faut savoir que moi, je n'étais pas prévu pour la suite. Donc, en gros, un jour, ma mère, elle rencontre un homme, etc., qui était marié, mais en situation de divorce. Et ils ont eu une aventure, etc. Mais ma mère, en fait, elle est tombée amoureuse de cet homme. Et cet homme, malheureusement, il lui avait dit qu'il ne pouvait pas m'assumer, etc. Et que, voilà, de base, c'était pas ce qui était prévu. Et que c'était simplement une aventure. Donc malheureusement, il n'y a pas eu de relation père-fils aussi de mon côté, enfin j'ai pas eu de présence paternelle de ce côté-là. Donc voilà, bon. En fait, ma mère, elle m'a gardé dans le but de garder cet homme auprès d'elle, mais ça n'a pas marché. Voilà, je voulais juste introduire cette petite partie-là parce qu'elle est importante, ça va jouer un peu sur la suite. Donc, moi, je grandis avec ma mère qui n'a pas de présence masculine à la maison. Donc, en gros, un homme avec elle. Puis, le temps passe, etc. Moi, du coup, c'est déjà compliqué à la maison parce qu'on est une famille précaire, comme je vous l'ai dit. Je grandis avec mon grand frère. Mon aîné, il était parti de la maison environ 16 ans. Et ma grande sœur, pareil. La deuxième. Donc on était moi et mon grand frère, lui qui est un peu plus âgé que moi, il a environ 6-7 ans. On a quelques années d'écart. Donc je grandis avec lui, avec ma maman. Et puis il faut savoir que ma mère, elle était déjà très malade à cette époque-là, mais ça allait. Et c'était compliqué, mais on va dire qu'on se débrouillait.
puis le temps passe, etc. Je rencontre aussi quelqu'un qui a le même âge que moi. En fait, on a grandi ensemble, entre guillemets, à nos 3 ans, 2 ans. On était déjà un peu ensemble parce que du coup, cette personne, il faut savoir que sa mère, qui aujourd'hui, à mes yeux, est comme ma deuxième maman. Et ça, je vais rentrer un peu dans le contexte un peu plus tard. Du coup, cette deuxième maman, elle était dans la classe de mon frère aîné. Ils étaient dans la même classe. Et cette deuxième maman, en fait, elle était meilleure amie avec ma mère, à moi. Voilà. Et cette deuxième maman, elle avait un enfant qui s'appelait Melvin. Et ce Melvin, il a eu une place très particulière dans mon cœur et une place très particulière dans ma vie. Durant toute mon enfance, du coup, j'ai grandi avec mon grand frère, avec ma mère et Melvin et cette deuxième maman. Voilà, cette deuxième maman et puis ses autres enfants qu'elle a fait au fil du temps. Mais j'ai eu une enfance assez particulière parce que dès la primaire, je me faisais harceler. Et en même temps que je me faisais harceler, ma mère à moi, du coup, elle était alcoolique. Donc c'était compliqué. Puis psychologiquement parlant, ma mère biologique, psychologiquement parlant, elle n'était pas très stable. Ce qui m'a emmené à avoir beaucoup de moments très compliqués où je me faisais frapper, où mon grand frère se faisait frapper, des situations où c'était pas très facile à gérer. Donc voilà, c'est déjà quelque chose qui m'a franchement pas mal brisé le cœur durant mon enfance, qui m'a pas mal anéanti. Mais voilà. Moi, ma situation dans mon enfance, ça a été compliqué parce qu'à l'école, je me faisais harceler. Mais Dieu merci, parce que Melvin, il a eu une place particulière dans ma vie. En fait, il faut savoir que déjà, je vivais pas très bien à la maison parce que j'étais persécuté à la maison avec ma maman. Dans l'enfance, ça allait, mais il n'y avait pas autant de persécution. Waouh! J'étais pas autant persécuté que durant un autre passage de ma vie un peu plus grand. Mais c'était très compliqué. Il y a des fois où ça va, sympa, ça se passait bien pendant un petit moment. Et puis il y a des moments où elle devenait vraiment très dure, très difficile à vivre. Et voilà. Moi, sachant que j'ai pas grandi avec une présence masculine à la maison, c'était un peu compliqué parce que il y avait que ma maman. Et donc en fait, je pouvais pas me rattacher à une présence paternelle. Donc déjà, c'était un gros manque en moi parce que je regardais tous les enfants à l'école, les parents ils venaient les chercher. Moi, je n'avais pas de papa qui venait et qui m'accueillait les bras ouverts. Donc ça a créé une blessure de l'abandon paternel. Donc ça m'a quand même bien détruit durant mon enfance. Je me suis toujours senti un peu rejeté. Et puis ma mère aussi rajoutait une couche par rapport à l'aspect familial. Comme quoi, en fait, mon frère aîné, qui avait quitté la maison environ à 16 ans, et ma grande sœur, pareil, en fait, elle avait rajouté une couche en me faisant croire à moi, parce qu'à mon grand frère, elle avait fait croire aussi, mais il avait un peu moins cru, parce qu'il était beaucoup plus âgé, donc c'était différent. Il était un peu moins naïf que moi. Mais ma mère m'a mis en tête que mon frère aîné et ma grande sœur, ils me détestaient, qu'ils ne voulaient pas me voir durant mon enfance. Et donc en fait, j'ai vécu une blessure du rejet durant mon enfance parce que je n'ai pas grandi avec eux aussi. Donc j'ai vécu une blessure du rejet paternel et fraternel. Donc moi, derrière de mon côté, en fait, j'ai commencé à vouloir chercher ce cadre familial-là que je n'avais pas biologiquement parlant. Et donc, du coup, cette deuxième maman rentre en jeu. Cette deuxième maman, en fait, elle était à l'étage du dessus. Et il faut savoir qu'elle m'accueillait toujours les bras ouverts à la maison et qu'elle me considérait également comme son deuxième enfant, comme le deuxième de ses enfants. Donc moi, je passais tout le temps du temps avec Melvin parce que chez moi, j'étais persécuté à la maison. Ou quand je ne l'étais pas, je me renfermais dans ma chambre et j'étais un peu souvent seul. Je me sentais assez triste. Et à l'école, je me faisais harceler. Je subissais beaucoup d'harcèlement. Donc ça avait franchement un grand impact sur moi, sur ma personne.
Et je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais rejeté de partout par le monde, détesté par le monde. Et je me demandais souvent pourquoi est-ce que j'étais en vie. Et quelle était la raison de pourquoi est-ce que moi je vivais autant de choses difficiles et de pourquoi est-ce que les voisins d'à côté avaient tout et moi rien. Donc bref, je cherchais continuellement cet esprit, ce cadre familial. Du coup, bah voilà, je l'avais trouvé, mais toujours un peu compliqué, mais je me sentais beaucoup mieux chez la famille du dessus, donc chez la deuxième maman. Voilà. Donc je me pose chez la deuxième maman souvent après l'école et souvent avant l'école avec Melvin. Donc quand moi j'allais pas à l'école parce que je me sentais harcelé, que j'avais la boule au ventre et que j'avais la phobie de l'école, bah j'étais souvent là-haut. Donc j'étais souvent là-haut. Il y avait son petit frère aussi. Enfin moi personnellement c'est comme mon petit frère aussi. Et il y avait la petite sœur aussi. Donc on était tous ensemble, etc. On jouait. Moi et Melvin, on avait une relation particulièrement très profonde. Comment vous dire? Je me sentais réellement connecté avec lui et je me sentais vraiment en lien. C'est comme si lui et moi, on était nés jumeaux. Il faut savoir qu'on n'a que 4 jours d'écart. Je suis du 5 avril, il en est du 9 et on est nés la même année. Donc on était vraiment pareil sur aussi nos aspects de mentalité, etc. Parce que en fait, on se ressemblait énormément, on se comprenait beaucoup et tous les deux, on vivait une vie pas très difficile. Pas très facile, excusez-moi. Donc lui aussi, sa maman, en fait, financièrement, c'était pas toujours ça. Et même au niveau de la stabilité, c'était pas toujours ça. Pas pareil que moi, mais ma deuxième maman, c'était différent. Parce qu'en fait, c'était le premier enfant. Et il y avait aussi cet aspect du fait que, comment dire, elle était jeune, donc voilà. La vie fait que il y a eu des erreurs, il y a eu des manques d'attention sur certaines choses qui ont fait que ça a affecté un peu l'enfance de mon frère Melvin. Je dis mon frère, je veux parler en utilisant le terme mon frère parce que à mes yeux, ça a toujours été mon frère. Je l'ai toujours considéré comme mon frère, comme mon jumeau. Et voilà. Je vais juste continuer en parlant du fait que Melvin, c'était vraiment une personne formidable. C'était un homme rempli d'amour à donner, avec le cœur sur la main. C'était une personne très gentille, très respectueuse. Il était très poli, très poli, toujours bienveillant envers les gens. Et si drôle, il était très drôle. Toujours en train de rigoler, le grand sourire toujours aux lèvres. Et puis c'était une personne très sage, très calme, très douce. Et c'était également la seule personne durant mon enfance qui m'acceptait tel que j'étais. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis issu d'une famille qui était dans la précarité. Donc au niveau de mes vêtements, j'avais pas vraiment de quoi faire. J'avais des vêtements troués, j'avais des pantalons un peu troués, j'avais des chaussures trouées, j'avais des vêtements trop petits. J'avais des vêtements faits à la pelote de laine. Alors voilà, mon enfance, je la regrette pas parce que c'est ce qui fait que qui je suis aujourd'hui. Mais ça n'a pas été facile. Donc, je vais enchaîner un peu plus tard. Dès l'âge de mes 8 ans, il faut savoir que ma mère biologique, du coup, elle avait un meilleur ami que j'aimais beaucoup. Je le considérais un peu comme un papa, mais je savais que ce n'était pas mon père, mais je l'aimais beaucoup. Je voyais en lui une figure paternelle, mais voilà, j'étais bien conscient quand même malgré tout que c'était pas mon père. Donc à mes 8 ans, il décède. Moi, je le voyais de temps en temps, cet homme, il était vraiment sympa. C'était un homme bon, avec le cœur sur la main. Et voilà, ce qui m'a un peu détruit, c'est qu'il a toujours voulu épouser ma mère, mais elle a toujours rejeté. Et je m'étais toujours dit, si jamais lui et ma mère finissaient ensemble, franchement, ça aurait pu être un bon père. Puis par la suite, du coup, il est décédé à mes 8 ans. À mes 8 ans, je rentre en dépression parce que j'aimais beaucoup cette personne, mais à côté, je subissais la persécution à l'école. Je subissais le rejet familial. Ma mère, elle était alcoolique, donc de temps en temps, il y avait des choses qui étaient très difficiles.
Il y avait aussi le fait que elle me proclamait des choses qui n'étaient pas très, très agréables, comme tu n'es pas mon fils, je te déteste, j'aurais jamais dû te mettre au monde, tu gâches ma vie. C'est des choses qui anéantissent le cœur d'un enfant. En tout cas, quand un enfant est réellement persécuté, qu'il entend ça de la bouche de celle qu'il a mis au monde, je pense que ça l'anéantit vraiment. Sachant que il sait rien de la part de son père, il sait pas la vérité, mis à part le fait que sa mère lui dise non, ton père il a pas voulu de toi, il a pas voulu te garder, il voulait pas de toi, il voulait pas t'assumer, il est parti refaire sa vie. En fait, moi j'avais pas connu la vérité, j'avais pas la vérité en tête à ce moment-là. Donc j'étais vraiment anéanti. Enfin bref, moi je fais ma vie, etc. Je vis des moments compliqués, mais je fais ma première tentative la première chose que je fais, c'est essayer de m'ôter la vie pour la première fois aux alentours de mes 8 ans, peu de temps après le décès, parce que je subissais trop, et à cet âge-là, j'avais qu'une chose en tête, c'était de m'enlever la vie et de m'en aller, parce que pour moi, c'était pas normal de vivre autant de choses à cet âge-là. Et j'étais vraiment triste, j'avais vraiment une tristesse qui me ravageait le cœur chaque jour. Enfin bref, donc je le fais. Ma première tentative, elle se fait avec une corde et je pense que vous imaginez la suite. C'est ma mère biologique qui me retrouve, qui me sauve la vie, etc. Ça l'a détruit, mais ça l'a détruit dans le style où sur le moment ça lui a fait beaucoup de mal. Mais après le temps il est passé et puis on peut dire pas qu'elle a oublié parce que ça reste une maman, mais c'est passé au-dessus. Parce que j'ai pas recommencé de suite. Il y a certaines tentatives dans lesquelles je parlerai pas parce que c'est un peu hard et je préfère garder ça privé. Mais voilà, je vais enchaîner. Donc aux alentours de mes 9 ans et demi, je pense que c'est ça. Peut-être que je peux me tromper dans les dates, mais parce que c'est un peu flou sur certains trucs. J'essaie vraiment d'être le plus précis possible. Donc voilà, veuillez m'excuser. Aux alentours de mes 9 ans et demi, mon frère Melvin, du coup, 9 ans et demi, 10 ans, ouais. Mon frère Melvin, du coup, décide, sa mère, qui est du coup ma deuxième maman, rencontre un homme et décide donc de partir. Il décide donc de partir de là où ils habitaient, donc de l'étage d'au-dessus. Donc ils partent dans une ville très loin en France. Ce qui m'a quand même vraiment affecté. Sur le moment, c'est comme si mon monde s'écroulait. Et voilà, j'avais plus ce frère qui était là avec moi et qui me comprenait, qui jouait tout le temps avec moi, qui était pareil que moi. J'avais plus ça en fait. Mon monde il s'écroulait. Parce que mon frère avec qui je grandissais à la maison, on s'entendait très bien, mais il était très souvent chez son père parce que lui il avait son papa. C'était pas très facile avec son père lui aussi. Lui aussi avec une enfance très difficile du côté de ma mère et du côté de son père. Il a eu beaucoup de moments compliqués, ce qui a amené à pas mal de choses que je vous raconterai par la suite. Mais voilà. Donc je reviens juste au moment. Donc du coup, la mère de Melvin, qui est comme mon frère, part de la résidence. Et moi, ça m'affecte beaucoup. Et puis je me rends pas forcément compte sur le moment que ça allait être très difficile. Mais voilà. Le temps passe, du coup il part, puis je commence à me renfermer. Il faut savoir qu'on avait des voisins avec qui on sortait de temps en temps, etc. Avec qui ça se passait assez bien, mais bon, je subissais quand même un peu de moquerie parfois ou un peu de rejet parfois sur ma personne. Voilà, parce que j'étais un peu bizarre et différent. Et c'était toujours très différent de moi. Moi, ça n'empêchait pas que je les aimais quand même beaucoup, malgré le fait que parfois ils m'ont fait subir des choses compliquées. Mais c'est ok. On était des enfants, donc je pense que parfois certaines personnes ne savent pas forcément ce qu'elles font quand elles sont enfants. Et c'est pour ça que c'est des choses qui m'ont... En soi, c'est rien, c'est une enfance. Mais bref, donc Melvin part, etc. Je me retrouve seul, je commence à m'isoler à la maison. Moi, à l'école, je commence à me faire suivre par la justice. L'école commence à informer les trucs sociaux
les éducateurs sociaux pour avoir un suivi sur moi parce que j'avais la phobie de l'école, donc j'étais quasiment tout le temps absent. J'étais pas bien quand j'étais à l'école, je pleurais, je vomissais, j'étais toujours isolé dans un coin. Donc il y avait et puis ils me voyaient aussi des fois avec des bleus, etc. Donc bref, il y avait un cadre social qui était compliqué. Donc je commence à me faire suivre. Je suis toujours isolé à la maison, dans un monde qui m'a appris énormément de choses. Comme je n'allais pas beaucoup à l'école, il fallait que je me renferme aussi quelque part et que je puisse apprendre de quelque chose. Donc à ce moment-là, je m'enfermais beaucoup dans les jeux vidéo. C'est ce qui m'a réellement beaucoup aidé dans ma vie. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a permis de vraiment m'isoler en fait de ce monde qui me faisait vraiment beaucoup de mal, qui m'apportait rien de bon. Et j'avais subi le décès, je subissais tout en fait. Et ce monde-là, c'était un monde différent, un monde qui permettait de s'évader de tout ça, de toutes ces douleurs en fait. Et là-bas, je trouvais ma place. Dans les jeux vidéo, je me sentais bien, je pouvais y passer des heures. Et c'est d'ailleurs là-dedans que j'ai appris à lire et à écrire. C'est dans les jeux vidéo. Puis voilà. Bref, du coup, à mes 12, enfin jusqu'à quel âge? Ouais, ça se passe comme ça, je me fais suivre, etc. J'arrive en sixième. J'étais toujours dans le même service social, mais ça se passait vraiment pas bien. Et à la maison, ça se passait vraiment pas bien aussi. Comme Melvin n'était plus là, mon frère aussi n'était plus à la maison. Il était parti, il avait tout plaqué. Il était parti de chez ma mère très tôt. Donc je me retrouvais vraiment seul avec ma mère. Et ma mère, c'était vraiment pas facile, comme je vous l'ai dit, avec ses changements de personnalité. Mais du coup, j'arrive en sixième. En sixième, je me dis, bon, voilà, j'ai pas envie, j'ai toujours la phobie de l'école. Je me dis, comment ça va se passer? J'arrive en sixième et malheureusement, ça se passe aussi comme en primaire, je me fais harceler. Je subis beaucoup de raquettes, etc. Donc, dans les 6 premiers mois de ma vie, de ma sixième, voilà, ça se passe comme ça. Et les 6 autres mois, j'ai arrêté d'aller à l'école, j'ai arrêté d'aller au collège parce que ça allait pas du tout. Et comme en fait j'étais toujours absent, j'ai fini par me faire exclure. Je subissais beaucoup de persécutions, donc là-bas et à la maison. Par contre, à la maison, je jouais tout le temps, du coup, toujours à la console. Et pareil, ça restait toujours le milieu où je m'enfermais. Il faut savoir que du coup, j'avais fait pas mal de rencontres en ligne. J'avais rencontré un homme aussi parmi mes amis en ligne. Un homme assez âgé, avec qui je m'entendais très bien et qui a pas mal profité de moi. Dans le style où, en gros, cet homme-là me demandait beaucoup de photos. En contrepartie, il pouvait m'envoyer ce que j'avais envie, du style, enfin pas toujours ce que j'avais envie, mais plutôt m'acheter des jeux numériques, me commander un casque lorsque mon micro ne marchait plus. C'est tout ce qu'il a eu le temps de faire en contrepartie de photos de moi, où j'étais à découvert. J'étais pas nu, mais j'étais torse nu et il y avait juste mon visage, etc. Moi, j'étais jeune, donc j'étais naïf et je me rendais pas forcément compte de l'impact que ça pouvait avoir et de ce que ça représentait, de la grandeur de ces actes-là. Il faut savoir que cet homme-là, ma mère a découvert son existence au fil du temps, ma mère biologique, lorsqu'elle recevait, qu'elle voyait qu'on recevait des colis et il y avait le nom d'un monsieur, etc. Après, elle m'a posé beaucoup de questions et puis elle voyait que je discutais souvent avec beaucoup de personnes et longtemps avec une personne en particulier. Puis je lui parlais de ce monsieur de temps en temps. Et elle se méfiait, mais elle me disait de faire attention, mais voilà. Puis un jour, en fait, elle m'a dit est-ce que je peux voir, avec cet instinct maternel, est-ce que je peux voir ton téléphone, les conversations, etc. Et elle a regardé. Puis les éducateurs, du coup, après, elle a pris la décision d'en parler aux éducateurs. Eux, ils ont fait une fouille intégrale de mon téléphone. Ils ont imprimé toutes les conversations et j'ai été convoqué à la police avec ma mère parce qu'ils ont fait les démarches, etc. Et puis ensuite par le juge. Il faut savoir que cet homme, il a été inculpé pour viol sur plusieurs enfants et sur agression sexuelle sur plusieurs enfants. Donc ma mère, d'un côté, elle m'a un peu sauvé la vie parce que cet homme, il me demandait souvent, il savait mon adresse forcément, mais il me disait toujours qu'il rêvait de venir me chercher un jour à l'école, etc. Et que ça lui ferait toujours très plaisir.
qu'il m'aimait beaucoup, etc. Il me donnait beaucoup d'amour, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir que c'était vraiment malsain. Enfin bref, le temps passe, donc ça se passe, etc. Cet homme, du coup, après, il est convoqué, il a eu pas mal de problèmes par la justice. Je ne sais pas s'il a été en prison ou pas, je n'en sais rien. Je sais juste que à ce moment-là, il ne voulait pas me dire trop la suite des choses, les éducateurs, etc. Donc bref, 6 mois après, du coup, j'arrête le collège, etc. Je continue de me faire suivre. Et ensuite, je passe à la 5e. Je passe à la 5e. Début 5e, je me dis, ok, changement de collège, parce que du coup, je me suis fait changer de collège. Je suis passé dans un autre collège. Je me suis dit, ok, là, Steven, tu changes de collège. Il faut que tu arrêtes d'être aussi faible. Il faut que tu arrêtes d'être comme ci. Donc, change. Et en fait, il faut savoir que du coup, le fait que mon père n'était pas présent et que ma mère et tout ce que je vivais, en fait, ça avait un impact en moi. Dans le style où ma tristesse se transformait en haine et ma haine en nervosité et colère intense en moi qui bouillonnait. Et voilà. Et en fait, à partir de la 5e, il y a eu un réel changement de personnalité. Je suis plus passé du Steven qui se laissait tout le temps marcher dessus, mais je suis passé d'un Steven ultra nerveux. Ultra nerveux qui, à la moindre personne qui pouvait essayer de rentrer en contact et en confrontation avec moi, j'allais directement rentrer et bam, bam, j'allais vraiment m'énerver. J'étais vraiment nerveux, je cassais tout, je cassais des portes, bref, j'étais vraiment nerveux. Mais dans les 5 premiers mois donc ça c'était les 5 premiers mois de ma 5e. Voilà, ça se passait un peu comme ça, parce qu'aussi à la maison c'était compliqué. Mais il n'y a personne qui m'embêtait. Ça, c'était cool, c'est qu'il n'y avait personne qui m'embêtait. Je commençais à me faire des amis au collège, etc. Les gens, ils étaient tranquilles. Je n'avais pas réellement subi de persécution. Et puis, du coup, à la moitié de ma 5e, un soir, ma mère, elle franchit une étape de trop. Un soir, ma mère, elle rentre, mais vraiment déchirée. Elle rentre vraiment, elle avait beaucoup trop bu d'alcool, elle était trop alcoolisée. Et là, elle passe trop de limites. Elle commence à me frapper, mais avec beaucoup trop d'objets qui sont trop, qui sont trop méchants. Et je m'en souviens encore de cette douleur, mais bref. Ma mère, elle me frappe beaucoup, etc. Et elle a pu le mettre d'elle-même. Bref, elle casse beaucoup de verres en me lançant sur moi, sur beaucoup de choses. Bref, voilà. Moi, je prends la décision, aussi elle casse mes affaires. Je prends la décision de prendre ce que j'avais et je pars de la maison. Je pars de la maison et là, je prends la décision d'appeler ma grande sœur. J'appelle ma grande sœur avec qui je n'ai pas grandi, dont aussi ma mère m'a dit qu'elle me détestait. J'appelle ma grande sœur et je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe depuis tant de temps, tant de ci, je n'en peux plus, je pars de la maison, je ne veux plus vivre chez maman. Ma grande sœur prend la décision de venir au plus vite possible, elle vient me chercher et donc elle vient me chercher, elle me ramène après avec elle chez elle. Donc là je pars d'un contexte où j'habitais en campagne, enfin ça va, mais après du coup ma grande sœur elle habite en ville dans un petit quartier. Là où j'habite, c'est un quartier entre guillemets. Et donc elle habite là-bas. On arrive, etc. Il faut savoir que ma grande sœur travaille en restauration et qu'elle avait 2 enfants. Ces enfants étaient le week-end la plupart du temps et les vacances entièrement chez leur père. Car ils n'étaient pas... les parents se sont séparés. Et moi, du coup, forcément, il y a des moments où ma soeur, vu qu'elle travaille en restauration, je me trouve seul. Bon, chez ma soeur, il n'y a pas de Wi-Fi parce que ma soeur, elle n'est jamais à la maison. Ses enfants, ils sont jeunes. Il y a la télé avec la TNT, ça suffit. Avec le truc, ça suffit. Pas besoin de Wi-Fi, etc. Donc moi, je me retrouve enlevé de chez ma mère, là où j'avais un peu de connexion. Je me retrouve dans une nouvelle ville, donc je connais plus où je suis, donc j'ai peur de sortir un peu. Bref. J'ai plus de Wi-Fi, j'ai plus rien. Ma soeur, elle est là de temps en temps. Donc voilà, je me retrouve... En plus, au moment où je suis arrivé, c'était les vacances. Donc il y avait pas ses enfants. J'étais tout seul. Elle rentrait juste le soir, tard le soir. C'était compliqué. Bref. Donc, je suis tout le temps seul. Voilà. Je regarde des films qu'elle avait en DVD.
pour les enfants. La plupart du temps, je les recommence plein de fois. Et puis j'arrive à gratter la connexion internet de la voisine du dessus, etc. Enfin bref, c'était sympa. Puis le temps passe, etc. Donc après, du coup, il y a des mesures qui se mettent en place avec la justice. Tout se passe bien, etc. Faut savoir que je vais juste faire une petite pause sur là. Faut savoir que moi, j'ai commencé à travailler aussi très jeune, que pendant mes week-ends et mes vacances scolaires, durant mon enfance, dès l'âge de mes 8 à 9 ans, j'ai commencé à travailler dans des bars pas très loin de chez moi ou chez des maisons, enfin dans des maisons, etc. en proposant de mes services, le ménage, garder des chiens, promener des chiens, faire la pelouse, les trucs, le jardinage. Parce qu'en fait, j'avais vraiment beaucoup de besoin d'argent étant donné ma situation financière et du fait que pour acheter des trucs dont j'avais envie d'acheter et m'occuper un peu, ne serait-ce qu'un peu de moi, il fallait que j'ai de l'argent. Donc il fallait que je travaille si ma mère ne pouvait pas m'en donner. Donc voilà, ça c'était juste la petite pause en parenthèse. Donc ouais, j'ai commencé à bosser tôt en restauration aussi dans la plonge. C'était absolument pas légal. Ils m'ont grave exploité. 20 francs parce que du coup c'était en Suisse. 20 francs pour des fois le week-end et tout. 10 heures, minuit. Vous imaginez? Avec la pause du midi et tout, c'était en coupure horrible, horrible. Mais bref, c'est une expérience assez marrante. Bref, je reprends dans le contexte où je suis chez ma soeur, j'ai récupéré le wifi, etc., etc. Voilà. J'avais juste fait une petite pause. Donc ma soeur, elle me propose aussi, écoute, toi, tu as déjà bossé, non? Tu m'as dit que tu avais déjà bossé un peu et tout. Vas-y, viens bosser avec moi dans mon restaurant, au pire, comme ça, on bosse ensemble, etc. Puis par la suite, du coup, un peu dans mes vacances, je travaille avec ma soeur. Comme ça me permet de pas trop rester à la maison, étant donné que j'avais pas vraiment d'amis au centre-ville et que j'avais pas de connexion pour jouer avec Melvin. Parce qu'il faut savoir que tout le temps où Melvin était parti, moi je continuais de rester en contact avec lui par message et à la console. C'était notre manière de rester connectés, soudés et qu'on pouvait tout le temps jouer ensemble. Donc là, j'ai plus de console parce que j'ai pas de connexion, donc je peux pas jouer avec lui. Compliqué. Bref, du coup, je travaille. Je lui dis juste par message, ouais, là, je sais pas quand j'aurai, mais pour l'instant, voilà. Donc moi, je travaille, le temps passe. À l'école, je commence pour la première fois de ma vie à avoir des bonnes notes aussi, en dehors du week-end et tout, parce que j'avais un cadre un peu plus sain à la maison. Ouais, j'avais un cadre un peu plus sain quand je reprends l'école, etc. J'avais un cadre un peu plus sain, des conditions plus honorables. Ouais, c'était beaucoup plus propre aussi parce que, comme je vous l'ai dit, ma mère biologique, c'est dans une situation de précarité qui était assez intense. Donc, je ne vivais pas dans des conditions assez agréables, on va dire, à la maison. Voilà, j'avais un lit, etc. Dieu merci, parce qu'il y en a qui n'ont pas. Mais on va dire que psychologiquement, voilà, je ne me sentais pas forcément bien chez moi. Bref, là, je me sens bien chez ma sœur, etc. Après, avec ma sœur, pour être honnête, ça s'est pas toujours bien passé parce que on n'a pas grandi ensemble. Elle avait un caractère où elle était très nerveuse à cette époque-là. Moi aussi, j'étais dans ma phase où j'étais très nerveux, j'étais un peu en mode rebelle, je me rebelle contre la vie, etc. Donc forcément, j'étais un peu à bout de nerfs. Si tu rentres en confrontation avec moi, je vais rentrer avec toi aussi en confrontation. Donc avec ma sœur, parfois on a eu des échanges et des altercations très violentes. On se frappait, etc. C'est parti assez loin, mais ça va. Globalement, on va dire que c'était moins pire qu'être chez ma mère. Donc en vrai, ça va. Puis après, le temps passe, on s'est habitué, etc. On a appris à se connaître, à passer du temps à s'entendre. C'est la communication qui a été très importante. Le fait de s'entendre, la communication. Voilà. Et là, merveilleuse nouvelle. Melvin réaménage dans la région. Ouais. Il réaménage. Mais il réaménage pas à côté de moi. Il réaménage en montagne, loin. Donc bref, il réaménage avec sa mère, etc. dans une maison un peu plus loin. Ça va, c'était quand même une heure de quart. C'était une ligne, etc. C'était compliqué au début, je ne savais pas comment faire, lui aussi. Le temps qu'il a appris à faire, lui d'abord il descendait parce que là-bas il s'ennuyait. Il descendait chez ma soeur, elle le kiffait, etc.
parce qu'elle le connaissait depuis tout bébé, elle avait déjà vu, etc. Donc elle le kiffait, etc. Donc il venait souvent à la maison et moi là c'est mec bigoureux. Il retrouve son frère, il est à la maison, on prend la décision de sortir de temps en temps après. À l'école ça se passe à peu près bien, j'ai des bonnes notes pour la première fois. Et les gars c'était royal, j'étais bien, je mangeais bien, j'avais un toit, j'avais une jolie chambre. Même si c'était compliqué parfois avec ma soeur, c'est pas grave, ça se passait bien. Bref, les années passent, etc. Du coup, je commence à traîner un peu. Entre-temps, j'ai eu un nouveau service d'éducateur aussi quand je suis passé dans ce nouveau collège. Et avec eux, ça se passait super bien. D'ailleurs, ils m'ont beaucoup appris à m'ouvrir. Ils m'ont beaucoup appris à m'ouvrir parce que dû à tout l'harcèlement scolaire et tout le rejet que j'avais eu, je me renfermais beaucoup. En dehors de Melvin, j'avais beaucoup de mal à parler de moi, j'avais beaucoup de mal à m'ouvrir aux gens, à être sociable, à être expressif, etc. J'étais très en mode position victime dans un coin, tic, et voilà, parce que c'était compliqué en vrai. C'était compliqué pour moi. Bref, voilà, donc ces services d'éducateurs, ils étaient super. Puis j'ai eu de très bons éducateurs, notamment une personne qui aujourd'hui est mon ami. Je vais dire son prénom parce que je sais que ça ne va pas le déranger, il s'appelle Wenji. Et c'est un gars qui m'a énormément aidé. C'est un gars qui a été très présent pour moi dans ma vie. Il m'a vraiment beaucoup soutenu. Il m'a appris à faire beaucoup de choses. On a fait beaucoup de sport ensemble. Il m'a souvent tenu tête, mais il m'a appris à m'affirmer. Il m'a appris à avoir une certaine position de confiance en moi. Il m'a appris à avoir un peu plus confiance en moi aussi. Donc voilà. Bref, le temps passe. Du coup, chez ma soeur, je rencontre aussi ma première copine avec qui je pêche. Je suis tombé dans l'impudicité. Voilà. J'ai rencontré une fille qui était beaucoup plus âgée que moi. Et faut savoir que cette fille, elle m'a dit ouais, moi, j'ai déjà fait ça, donc moi, je veux faire ça avec toi. Mais moi, j'étais jeune. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans, j'ai fait ma première fois à 12 ans, donc je tombe dans l'impureté sexuelle. Il faut savoir que c'est la plus grosse erreur que j'ai fait aussi, comme une des plus grosses erreurs que j'ai fait de ma vie. Parce qu'une fois que tu le fais, tu tombes dans un cercle infernal. Tu retombes. T'as tout le temps, en fait, psychologiquement, ton corps, il a envie de ça tout le temps. Donc bref, suite à ça, ça m'a conduit à avoir pas mal de relations avec pas mal de filles, à tomber dans l'impudicité. Après que ma relation se soit finie, bien évidemment, je n'ai pas trompé, je n'ai pas fait de tromperie. Mais cette fille-là m'avait aussi un peu brisé le cœur du coup à ce moment-là, etc. Parce qu'elle m'avait trompé avec son meilleur ami. Enfin bref, voilà. Donc moi, les années passent, je commence à traîner. Donc j'habite en ville, dans un petit quartier. Je commence aussi à faire de nouvelles rencontres. Pas de bonne fréquentation. Mais petit à petit, je commence à traîner, etc. Et puis un jour aussi, avec du coup Melvin, mon frère, on va fêter Noël du coup chez notre famille. Parce que moi, mais voilà, c'est ma famille à mes yeux. Je pense vous en doutez maintenant. Mais on va fêter Noël chez notre famille. Là, on ne le fête pas d'habitude on le fête pas comme traditionnellement qu'entre nous. On le fête chez une tantine, etc. Il faut savoir que du coup, Melvin, il est d'origine camerounaise. Voilà, donc j'ai grandi avec une culture. J'ai plus de culture j'ai plus la culture d'un Camer que de mes origines de base. Donc moi, il faut savoir que je suis espagnol, italien, français. Voilà. Et que du coup, voilà, lui, il était Camer. Donc j'ai plus grandi avec sa culture qu'avec la mienne parce que j'en avais pas chez moi. Enfin bref, vu que j'ai pas grandi non plus avec mon père, j'ai rien eu. Bref, du coup, on fête Noël, etc. Puis du coup, la tantine chez qui on avait été fêter Noël, elle avait un fils qui était assez âgé. Et cette personne-là, ce soir-là, nous dit ouais, vous faites quoi et tout. Et c'était un gars, je veux taire son prénom pour pas qu'on puisse le reconnaître. Mais voilà, cette personne, elle a été très très importante dans ma vie. Elle est très importante aussi encore aujourd'hui. Mais ce soir-là, du coup, ce soir de Noël, cette personne, elle me dit ouais, vous faites quoi, moi et Melvin, etc. On lui dit rien là, on n'a rien à faire. Il fait venez avec moi. Bref, on vient avec lui et lui il fumait. Et fumait la chicha. Donc bref, le temps passe, etc. Dans la soirée,
Melvin, il me regarde, parce que du coup, cet homme, mon gars, il nous propose de fumer. Et bah moi, je regarde Melvin, lui, il me regarde, il fait si tu fais, moi je fais. Ouais, je fais, bah si tu fais, moi je fais. Après, on fait, vas-y. Et du coup, on a fait. Donc là, on a fumé et on était trop heureux. Vous savez, les comme ça. Bref, on fait des bêtises, on fume, etc. Et là, je tombe dans une autre addiction. En plus de la pureté sexuelle, je tombe dans une autre addiction. La chicha. À partir de cet âge-là, j'ai commencé à fumer, etc. Pas longtemps après, il y a eu le confinement. Pas longtemps après, je crois, ouais, plusieurs mois après, il y a eu le confinement. Ma soeur, elle me dit, ouais, faut que tu retournes chez maman parce que maman, elle est malade, si, ça, et qu'avec le vaccin, elle m'a appelé, elle a peur, elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle et que soit près d'elle, excusez-moi, et qu'elle soit près d'elle au cas où, etc. et pour faire les courses, nanana. Donc, moi, je suis là, j'ai le seum de ouf. Je suis dégoûté. Ok, j'y vais. En plus, j'ai été plus en contact avec les gens de là-bas. Plus rien. J'y vais. Au début, je suis enfermé. Je fais que de jouer à GTA, etc. avec Melvin. Et donc, je vis juste ma vie de mec en confinement, quoi. Mais il faut savoir que vu que j'habite à côté de la frontière, en fait, je pouvais grave sortir. Donc bref, au début, je juste prends la décision des fois pour partir prendre un peu l'air, sortir marcher, etc. Vu que c'était en campagne un peu. Genre, il y avait une montagne à côté, ça va, je me disais, il n'y avait pas la police, c'était tranquille, bref. Après, du coup, il y avait un voisin d'enfance avec qui on a commencé à se dire, ouais, ça dit quoi et tout. On a commencé à refaire connaissance, retraîner ensemble. Et après, c'est devenu clairement mon meilleur ami, etc. Pendant plusieurs années. Genre, après, c'est devenu une personne très importante dans mon cœur. Je vais taire son prénom aussi, mais voilà. Donc, avec cette personne, pareil, on faisait des bêtises. On fumait, on allait voir 2-3 filles, etc. Bref, voilà. Je vous passe les détails. Mais bref, confinement, ça se passe comme ça. Il faut savoir que pendant le confinement, un jour, pendant le confinement, un jour, je prends la décision d'aller voir cet ami de Noël, mon gars. Je prends la décision d'aller voir mon gars. Sauf que là, j'ai fait une bêtise. C'est que, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de transports en commun dans la campagne, je décide de faire du stop. Je fais du stop et là, il y a un homme qui s'arrête. En Tesla blanche, crâne chauve, grosse barbe. Il m'arrête, il me dit, tu vas où? Moi, je lui dis, je vais à Annemasse. Et lui, du coup, il me prend en voiture, il m'emmène. Et j'ai dit le nom de ma ville. Mais bref, il m'emmène, etc. Sur la route, au début, ça se passait bien. Et après, il commence à me poser des questions très bizarres. Il rentre beaucoup dans mon intimité, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il commence à me poser des questions sur ma première fois. Il me dit, ouais, t'aimes ça, toi? T'aimes ça? Je dis, ouais. Et je le regarde vraiment du coin de l'œil en mode, ouais, mais pourquoi tu me poses ces questions? À un moment, il me dit, ouais, t'aimes bien te faire... Voilà. Et je lui dis, ouais, je sais pas, après, ça me regarde moi, ça, c'est bizarre. Il se tait. Et bref, le temps passe. À un moment, il se garde dans un petit coin, contre un mur, hein, de sorte que, en mode, pas que je puisse pas sortir, parce que j'avais de la place, mais il se gare et il barricade direct la porte de la voiture. Genre, il ferme, il bloque. Et moi, je commence à stresser. Et là, il commence à me poser des questions. Et en même temps, d'un coup, il commence à m'agresser sexuellement parlant. Il me touche là. Il me touche. Et là, je commence vraiment à avoir peur. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, Dieu merci, c'est un mal pour un bien. Mais, ça fait partie de mon témoignage. À ce moment-là, je fumais. J'avais ma chicha dans mon sac parce que j'allais voir mon gars. On allait fumer après le travail. Il était genre vers 21h. Non, il était 22h. Et on allait fumer après le travail. Donc moi, j'avais ma chicha dans mon sac. J'avais tout pour préparer. Donc j'avais un ciseau dans mon sac.
Je prends ma main, je la tends dans mon sac parce que je savais qu'il y avait mon ciseau. Bam, dans la jambe, j'ouvre la porte, je pars en courant. Et là, j'ai la peur de ma vie. Je pleure, je cours, je pleure parce qu'il m'avait touché là. Il n'a pas été plus loin. Et Dieu merci, parce que si ça avait été plus loin, je n'ose imaginer à quel point peut-être ça aurait pu me détruire. Mais voilà. Bref, le temps passe, etc. J'arrive, j'appelle du coup à ce moment-là, quand je cours, j'appelle la copine à mon pote qui était aussi une amie à moi à ce moment-là, parce que bah, les deux, je les kiffais de ouf. Et je l'appelle en pleurs, je dis ouais. Et elle vient me chercher. Après, on arrive au restaurant et là, je suis pas bien et je fume de ouf. Et après ça, je tombe dans un cercle pas vicieux, mais je me sentais trop pas bien. En fait, en tant qu'homme, se faire toucher, je pense que déjà pour une femme, ça la détruit et ça brise la confiance en soi d'une femme, etc. Il y a plein de choses qui font que la femme, après, elle est anéantie. Mais en tant qu'homme, je me sentais humilié. Je sentais que ma dignité, elle était finie. J'ai eu trop de choses. Et ce qui a fait que, franchement, j'avais une boule au ventre tous les jours quand je sortais. J'avais une peur. Vous savez, j'avais l'impression, en fait, comme si mon cœur, il allait exploser. Mon cœur, il battait fort tout le temps. Pareil la nuit, et je repensais tout le temps à cette scène. Ça me revenait tout le temps en boucle. Et j'avais la sensation, je sais pas si vous avez déjà connu, mais vous avez la sensation quand vous avez ultra peur et que votre cœur il bat vite. J'avais ça constamment tous les jours. Pour essayer de combler ça, je fumais beaucoup et je buvais pas mal d'alcool. J'étais jeune, mais je buvais pas mal d'alcool. Bref, je sortais, etc. Le confinement après il se finit, etc. Parce que ça avait duré quand même pas mal de temps. Moi, il faut savoir que j'étais en vacances avant le confinement et qu'il y a eu les vacances d'été après parce que je n'étais pas retourné à l'école. Donc voilà. Donc ça avait duré quand même pas mal de mois. J'étais tranquille, etc. pendant pas mal de mois. Je retourne à l'école. Je fais ma 4e ou 3e, je crois. Non, je fais ma 3e dernière année. Voilà, je finis l'école. Ça se passe bien. J'ai mon diplôme. Et puis, pareil, je continue de fumer, de faire mes trucs, etc. Il faut savoir que j'avais aménagé le garage de chez ma mère pour faire des chichas avec mes amis, etc., avec les gens que j'avais fréquentés. Et voilà. J'ai juste oublié un petit passage pour passer à la suite. Pendant que j'habitais chez ma sœur, juste avant le confinement, il faut savoir que j'avais rencontré d'autres amis, etc. Après, c'est un petit truc, c'est des petites bêtises de jeunesse. J'avais rencontré des amis dans cette ville, etc. Et ces amis m'ont influencé à faire pas mal de bêtises, donc j'ai fini en garde à vue. Et c'était ma mère avec qui j'avais plus contact depuis un moment, du coup ma mère biologique, qui était venue me chercher, attristée, etc. Donc après ce jour-là, j'avais arrêté de faire ces bêtises et de traîner avec ces amis-là. Donc après, je me contentais de traîner avec mon gars, plus âgé que moi, et ces gars, lui, qui étaient aussi comme mes gars. Parce qu'à ce moment-là, il me disait, ouais, non, tranquille, moi, je suis ton gars, mais eux, pas encore, c'est mes potes à moi. Et bref, etc. Moi, je les kiffais de ouf. Et aujourd'hui, c'est mes potes, hein, mais voilà. Mais bref, et je me suis trop égaré, désolé. Bref, je reviens, je suis désolé, je reviens du coup où j'en étais. Je finis ma scolarité de 3e, j'ai mon diplôme, etc. À l'école, ça se passait un peu mieux, j'avais toujours un peu de bonnes notes. Et malheureusement, j'étais toujours dans la pudicité, toujours dans le fait que je fumais, etc. Le temps passe, j'arrive au lycée. Et du coup, à ce moment-là, je travaille en alternance parce que j'avais beaucoup besoin d'argent et que ce que je gagnais, enfin en mode, j'avais besoin d'argent et que le fait de faire l'école juste comme ça, c'était pas possible. Donc je travaille en alternance et malheureusement, je gagne pas assez d'argent. Donc j'arrête au bout de 5 mois. Je quitte l'école et je vais travailler dans un restaurant, etc. Je travaille dans un restaurant. À ce moment-là, j'étais encore chez ma mère. J'étais pas revenu chez ma sœur. Donc je travaille chez ma mère. Elle me met à la rue peu de temps après. Elle me met à la rue. J'avais aménagé mon garage, donc j'étais pas entièrement à la rue, mais j'étais dans mon garage. Donc je faisais garage, travail et salle de sport.
Donc je me douchais à la salle et après je dormais aussi entre mes pauses. Il faut savoir qu'à cette période-là, je sortais beaucoup. Je sortais beaucoup. J'allais beaucoup en boîte, faire la mala, tout ça. En plus avec les pourboires que j'amassais, j'allais tout le temps m'en mettre plein la tête, etc. dans l'alcool. Je sortais avec mes gars, avec mon gars que j'avais appris à connaître dès le confinement. Là, mon voisin d'enfance, on faisait que sortir. Donc bref, voilà, je passe un peu de temps. Puis après, je rencontre une fille. Et cette fille-là, c'est pas comme les amourettes de jeunesse que j'avais eu avant. Cette fille-là, je tombe vraiment amoureux. Ça a été mon premier amour, entre guillemets. Et cette fille-là, peu de temps après, quelques mois après qu'on s'était rencontrés, elle apprend que moi, je vivais du coup à la rue, etc. Et elle me propose de venir habiter avec elle, etc. Qu'on habite ensemble, etc. Donc elle m'héberge, etc. Elle a été une grande grâce pour moi dans ma vie. Elle a été une grande aide pour moi dans ma vie. Elle m'a beaucoup aidé. Et puis, en fait, au fil du temps, ça a commencé à devenir très toxique. Ça a commencé à devenir très toxique. Et puis, un jour, j'ai mon permis, j'ai ma voiture. Et je vais juste rentrer dans des contextes après pour vous expliquer. J'obtiens mon permis et j'obtiens ma voiture de la part de mon père. C'est pour ça que je vais vous expliquer après. C'est juste que j'essaie d'avancer pour pas trop mélanger les choses et pas trop couper. Pardon. Je rencontre mon papa. À mes 13 ans, je vais juste rentrer dans ce contact-là. À mes 13 ans, je rencontre mon père. Donc là, on a fait pause sur le fait que j'ai eu mon permis, ma voiture, voilà. Mais c'est mon père qui me l'a donné, la voiture. Je vais juste rentrer dans le contexte, comme ça vous suivez un peu par rapport à mon père. À mes 13 ans, avec ma grande sœur, je lui exprime le fait que voilà, j'en peux plus, que j'aimerais bien rencontrer mon papa, etc. Donc bref, on cherche mon père sur Facebook. Ça va être rapide, c'est 5 minutes, mais je rencontre mon père sur Facebook. Voilà, on lui envoie un message, il dit oui c'est moi et tout. Et bref, peu de temps après, il vient me chercher en bas de la maison chez ma sœur, là en ville. Et trop bizarre. Je sais pas si vous là qui me regardez, vous avez déjà cette sensation-là, vous avez déjà vécu ça. Mais rencontrer son père pour la première fois, c'est trop bizarre, c'est gênant. Bref, il vient, il me fait ça va gamin, il me tape comme ça et tout dans le dos. Et voilà, bref, le temps passe, on se parle pas beaucoup. Faut savoir que j'ai d'autres frères et sœurs du côté de mon père, avec qui du coup je suis rentré en contact peu de temps après, etc. Pas ma sœur tout de suite, parce que ma sœur elle croyait que j'étais le pote à son frère, qui est mon frère. Mais elle ne pouvait pas savoir encore tout de suite parce qu'elle était trop jeune, etc. Et que c'était trop compliqué, etc., et que ça pouvait créer des problèmes. Donc voilà. Un an après que je vois mon père, il faut savoir que je suis en vacances et je le vois. L'été qui a suivi ma rencontre avec lui. Je le rencontre, je le revois, on prend une photo ensemble. Et un jour, je lui envoie un message, je dis ouais, est-ce que je peux la mettre et tout je peux la mettre sur Facebook, il me dit oui. Bref, je la mets sur Facebook et la femme avec qui il était tombe dessus. Cette femme n'était pas au courant de mon existence. Voilà, cette femme avait déjà beaucoup de mal à accepter ses autres enfants, donc mon frère et ma sœur, et lui faisait beaucoup de chantage, il y a beaucoup de problèmes, etc. Donc mon père, le jour où cette femme elle tombe dessus, elle lui dit ok, c'est soit en fait cette femme elle a une fille avec mon père aujourd'hui, elle a eu son dernier enfant avec lui. Enfin lui il a eu son dernier enfant avec elle. Et du coup cette fille elle lui dit ouais, ok c'est soit tu choisis soit tu choisis la petite, soit tu choisis cet enfant. À toi de voir. Mon père moi j'étais déjà assez grand, mais il voulait pas reproduire la même erreur avec la petite. Il voulait pas tomber dans la même erreur de l'abandonner, etc. Et pour venir me prendre moi. Et ce qu'aujourd'hui je comprends et ce que j'avais pas la maturité de comprendre à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui je comprends beaucoup mon père et ses choix. Mais bref. Donc, il prend la décision de m'envoyer un message le jour de Noël qui m'a anéanti. Un message comme ça.
Hein, le jour de Noël, tu te réveilles, tu as un message comme ça de ton papa, ça fait mal. Et il t'envoie un message et il me dit ouais bah écoute, t'es une erreur, t'aurais pas dû venir au monde, tu vas gâcher ma vie si je te garde dans ma vie, t'es qu'une merde, etc. Enfin bref, mais il part dans des propos un peu assez élevés, mais je pense qu'il avait un peu les nerfs. Après mon père il est un peu nerveux aussi de base. Bref voilà, après moi le temps passe, je suis triste, je me sens encore rejeté je me sens abandonné de nouveau par mon père, donc mais j'avais plus cette haine. Je me disais bon bah au moins c'est fait, etc. Voilà. Et après on a repris contact à mes 18 ans. Il prenait de temps en temps des nouvelles de moi parce que j'étais toujours en contact avec mes frères et sœurs, par eux, etc. On a repris contact à mes 18 ans, on a eu une bonne discussion. Et après, du coup, il a pris la décision de m'offrir une voiture pour mes 18 ans. Voilà. Je dis pas que mon père il a voulu se faire racheter, mais je trouve que pour une personne qui n'a pas été présente dans ma vie, c'est quelque chose de beau, sachant que moi, bah, financièrement, bah, je suis pas Rothschild, hein, et qu'une voiture, bah, ça coûte cher. Donc franchement, ça m'a fait très plaisir, surtout venant de la part de mon père. Et voilà, l'argent n'achète pas l'amour d'un enfant et d'un père, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de recevoir de l'aide de la part de mon père. Enfin bref, du coup, je reviens maintenant à la situation. Donc j'ai mon permis, ma voiture. Et bah voilà, avec mon ex, du coup, pour revenir, c'était un peu compliqué, très compliqué. C'était très toxique. Donc à ce moment-là, bah, y a mon grand frère, il sait, vu que lui, il habitait en montagne, mon grand frère avec qui j'ai grandi, il avait son appart, il me disait, bah écoute, lui avec qui je le voyais de temps en temps, hein, il me disait, ouais, bah écoute, bah, t'as ton permis, t'as ta voiture, bah c'est bon. Si tu veux, si t'en peux plus, viens à la maison. Donc je prends toutes mes affaires, bam, je pars chez mon frère et tout. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais responsable de magasin. Je ne vais pas trop vous faire tout mon parcours professionnel parce que c'est un peu compliqué, Mais à ce moment-là, j'étais responsable de magasin. Le temps passe, etc. Bref, il arrive l'été. Je fais mes sorties. Ma soeur, elle part en vacances, donc elle m'appelle, elle me dit ouais, bah moi je pars 3-4 mois en Espagne. Donc si tu veux, bah tu as l'appartement. Et puis bah tu fais ce que tu veux et tu m'envoies, etc., etc. Donc bref, moi je vais là-bas, je fais bah vas-y, je dis à parler à mon frère, je dis bah vas-y, moi je vais là-bas et t'entends, comme ça c'est plus proche du travail, etc. Bref, le temps passe, je travaille, je fais la fête avec mes potes, avec Melvin on sort, on fait toujours la mala, tout ça. Bref, le temps passe et j'arrive en été, on part en vacances avec mon frère Melvin. Et là, on est avec mon frère Melvin et mes gars. Avec mes gars, là, mon grand et les autres, là, qui sont aussi mes gars aujourd'hui. Et on part. On fait une semaine, pareil. Vraiment malade, etc. On part à Barcelone, Lloret del Mar. Une semaine après ça, on rentre. On fait un mariage avec mon frère. Une semaine après le mariage, mon frère, il meurt noyé dans le lac de Genève. Il meurt noyé en sauvant la vie de mon petit frère. Ça m'a détruit. Je vous assure que la douleur que j'ai connue ce jour-là, c'est la plus horrible de mes douleurs. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Et j'ai vécu beaucoup de douleurs. Mais aucune des douleurs que j'ai pu ressentir dans ma vie n'était aussi grande que celle de perdre mon frère. Et j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie, hein. J'ai eu beaucoup de décès. J'ai eu de la famille, j'ai eu des amis. J'ai eu beaucoup de choses. 3 mois avant Melvin, j'ai eu un ami qui est décédé. Mais Melvin, ça m'a anéanti. Après le décès de Melvin, je commence à tomber dans l'alcool, dans la drogue, forte. Et il faut savoir que du coup, ma soeur, elle m'a dit ouais, bah, il faut qu'on rende le logement parce que moi, je déménage en Suisse. Et bah, du coup, toi, bah, tu pourras pas rester à la maison parce que la propriétaire, elle va vendre l'appartement. Bref, du coup, moi, je retourne chez mon frère. Mais à ce moment-là, mon frère, il était souvent en déplacement pour le travail. Et franchement, bah, je me retrouve assez seul. Sachant qu'aussi, c'était une période compliquée avec mes amis. Enfin, après le décès, ça a été compliqué avec mes amis. Ça a été très compliqué avec mes amis. Donc, on prend chacun un peu du recul. Et moi, je me retrouve très seul. Je me retrouve très seul dans cette déprime. Et je me noie beaucoup, tout seul dans l'appartement.
etc. Et là, je vais entrer dans un contexte un peu, si je vais conclure un peu avec ça, c'est ma rencontre avec le Seigneur. Faut savoir que moi, j'ai pas grandi dans une famille forcément chrétienne, etc. Donc, j'ai pas grandi avec ces valeurs-là. Et puis, je vais vous parler d'un point important. Après, vous allez avoir la suite. Au collège, du coup, en 5e, 4e, il y avait une fille, une brésilienne, avec qui je m'entendais très bien, etc. Qui me parlait souvent de Dieu, beaucoup de Dieu. Et un jour, elle décide de m'offrir une Bible, etc. Parce que je lui parlais beaucoup de ma vie, de comment je me sentais. Elle me disait toujours, ouais, mais Jésus peut te réconforter, etc. Donc là, on rentre avec Jesus. Voilà. Donc, elle me parlait beaucoup de Jésus, etc. Elle m'offre une Bible. Ma première Bible, je l'ai toujours à la maison. C'est un peu comme ma petite collection. Et voilà. Bref, j'ai ma petite Bible, etc. Et du coup aussi, comme moi j'étais au collège et que j'ai habité chez ma sœur, elle s'était convertie à l'islam. Donc à la maison, ma sœur en plus c'était pendant le ramadan. Elle faisait le ramadan et moi je me disais, à ce moment-là, je recherchais Dieu. Et donc je commence à prendre un peu de décision de chercher Dieu, de dire oh mais est-ce qu'il y a un créateur, c'est quoi, c'est la Bible, c'est le Coran, c'est l'islam, c'est le christianisme, c'est quoi. Donc je lis un peu les deux en même temps chez ma sœur. Je lis la Bible et je lis le Coran. Et je me souviens, je faisais les prières avec ma sœur, j'avais fait le ramadan. Bien évidemment, tous ceux qui sont musulmans qui vont regarder la vidéo, je n'étais pas rentré dans l'islam. Donc je ne connaissais pas toutes les bases de l'islam, etc. J'ai mis un petit pied. Ça n'a pas resté longtemps parce que c'était juste une quête de rechercher Dieu. Mais après, ça n'a pas resté très longtemps. Donc bref, après, j'arrête de chercher Dieu, ça passe, etc. Les années passent. Un jour aussi, pareil, j'étais dans ma salle de bain. C'était pareil, un temps où j'étais dans l'impudicité, je fumais beaucoup. Et je dis Seigneur, ouais, je me reconnais plus parce que j'avais le cœur dur, etc. Je dis ouais, si tu existes, fais en sorte que je puisse récupérer mon cœur. Et je me mets à pleurer alors que j'arrivais plus à pleurer depuis un moment. Bref, c'est un petit passage, mais ce qui m'a réellement fait voir que Jésus et que le Seigneur existait, parce qu'en fait, naturellement, je me suis tourné vers le christianisme au fil des années. Voilà, j'ai pas cherché à aller plus vers l'islam, mon cœur se tournait plus vers Jésus, vers le christianisme, parce que je me sentais réellement appelé par Jésus. Bref, un jour, en 2021 ou 2022, je prends la décision de mettre fin à ma vie parce que ça allait très mal aussi, et mentalement et psychologiquement, j'étais épuisé de la vie, j'étais fatigué, et je décide du coup de prendre beaucoup de médicaments, et là de m'envoler. Donc bref, je prends beaucoup de médicaments, je m'allonge dans un lit. Il faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, j'étais avec ma copine, à qui ça se passait pas bien, avec qui j'avais aussi mes relations compliquées avec ma mère, ma famille. C'était un peu délicat, c'était très délicat. Mes amis aussi, c'était compliqué un peu cette période-là. Moi, j'étais fatigué de la vie. Et en vrai, j'avais même ce train de vie de fumer, de boire, de j'en avais un peu. En fait, j'étais fatigué de la vie. Donc bref, un jour, je suis tout seul dans l'appartement, je prends la décision de prendre des médicaments, je m'allonge et je me sens partir petit à petit. Et que vous en ayez la conviction ou pas, enfin moi j'en ai la conviction, mais que vous me croyez ou pas, ce jour-là j'ai entendu la voix de Dieu et c'était dingue. Je vais vous expliquer. En gros, je suis allongé dans mon lit, je me sens partir, j'ai plus de force, je me sens paralysé, j'ai la tête qui tourne et en fait, vraiment, j'ai plus de force. Et là, j'ai la tête qui tourne, je me sens partir. Vraiment, je sens que mon corps, mon esprit, il est en train de vouloir partir. Et là, j'ai une voix dans ma tête qui dit, avec autorité, une voix ferme, autoritaire, bouge, je vais t'aider. Et là, je me dis, wow, c'est quoi cette histoire? Je dis, comment ça, je bouge, je vais t'aider? Dans ma tête, tu vois, c'était en esprit, tu vois. Moi, c'était la voix de Dieu à mes yeux. Hein. Que tu me crois ou pas, moi, c'était la voix de Dieu, je l'ai vécu. Donc, je sais ce que je dis. Ok? Voilà. Et tu vas pas me contredire. J'ai entendu la voix de Dieu et m'a sauvé. Je suis là. Excusez-moi, je suis un peu trop excité. Bref, ce soir-là, du coup, je dis ouais, comment ça bouge, je vais t'aider.
Il me dit une dernière fois, je t'ai dit, bouge, je vais t'aider. Et là, je sens, là je peux plus parler. Genre dans mon esprit, je comprends rien, mais j'essaie de me tourner vers la droite et là je sens comme si Saint-Esprit, je sens une atmosphère, une aura particulièrement sainte, pure et douce et chaleureuse me pousser en dehors du lit. Et là je roule sur le lit et je tombe par terre. Et là je ressors tout, etc. Bref, ce jour-là, à partir de ce jour-là, j'ai fait ok, Dieu t'existe. T'existes. Et ce jour-là, je me suis trop rapproché de Dieu. Après, j'ai eu plein de fois des interventions un peu de Dieu qui m'ont montré que Dieu existait dans ma vie, etc. Que Dieu existait. Mais voilà. Donc là, c'était un peu l'introduction de comment est-ce que j'ai fini par croire en Dieu, tu vois. Et après le décès, du coup, je vais revenir à là parce que là, je vais conclure. Après le décès, je suis tombé très bas, très bas comme je vous l'ai dit. J'ai perdu aussi mon travail, j'ai perdu le logement où je kiffais un peu parce que je voulais rester là-bas solo et tout. J'étais bien. Bref, je commence à tomber très bas, je commence à perdre un peu tout. Je commence à vraiment rentrer dans un cercle vicieux. Et un jour pareil, du coup je prends la décision d'aller en haut d'une montagne vers une ville un peu qui s'appelle Annecy. Je vais en haut d'une montagne dans le but de sauter, faire un saut au parachute qui n'atterrit pas. Voilà, enfin qui atterrit mais qui amortit pas. Donc bref, je monte en haut, etc. Je monte et en fait, si vous voulez, j'ai pas eu le temps de vouloir faire quoi que ce soit, que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis la conviction, parce que je connaissais déjà le Saint-Esprit. Il faut savoir que juste avant, j'étais baptisé aussi. J'avais rencontré une église, etc. Parce que cette même fille du collège m'avait envoyé en 2022, bien avant que je fasse aussi mon autre tentative de suicide que je viens de vous raconter, elle m'avait envoyé un message avec le nom d'une église. Elle m'avait dit hey, faut que tu ailles là-bas, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais cette église-là, elle est trop bien et tout. J'étais allé, je m'étais fait baptiser, mais c'était la période où j'étais à la rue. Donc j'allais à l'église, j'étais à la rue, voilà, il n'y avait rien qui allait. Je m'étais fait baptiser et après j'ai subi de la persécution de la part de l'église, de l'hypocrisie, j'ai subi beaucoup de choses qui m'ont dégoûté de l'église. Donc après j'ai arrêté. Rapidement. Mais bref, je reviens à le truc. Donc, je monte à la montagne. J'ai envie de me mettre fin à ma vie, etc. Parce que Melvin n'est plus là. Ma vie n'a plus aucun sens, etc. Je suis détruit, je suis vide. J'arrive pas à être heureux. Et en haut, le Saint-Esprit me pousse à me mettre à genoux et à prier. Je me dis, what? Je me mets à genoux, je commence à prier. Je pleure. Et là, en fait, je parle avec le Seigneur. Je lui dis, ouais, écoute, Seigneur, vraiment, je n'en peux plus. Je lui exprime tout. En fait, tout à plat de mon cœur. Je dis, ouais, je n'en peux plus. J'arrive plus à vivre, etc. Il faut que tu m'aides. Et bref, j'exprime. Et après, en fait, je sens mon cœur s'alléger petit à petit. Je sens comme une chaleur en moi qui me réconforte, qui me rassure, qui me fait avoir un peu plus confiance. Et un peu plus de force en fait mentale et au niveau de mon corps. Bref, après je me relève, je me sens apaisé, je comprends pas trop pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je prends la décision de redescendre. Les jours qui suivent, voilà, il m'arrive quelques galères ensuite avec ma voiture, mais je commence à me rapprocher de plus en plus du Seigneur, de me dire là il faut vraiment que je me rapproche de Dieu. Il n'y a que lui qui peut me sauver, il n'y a que lui qui peut m'aider. Donc les jours qui suivent, je subis une galère encore avec ma voiture. Mais après, voilà, je me rapproche de Dieu. Ma soeur me propose un poste de saisonnier là-bas. J'y vais pour un jour parce que le mec, le lendemain, il me dit ouais, je n'ai pas besoin de toi vu que c'est un truc de patinoire. En mode, là, il pleut, donc ça affecte la patinoire. Donc après, forcément, c'est fermé. Donc après, ce jour-là, le lendemain, du coup, j'étais chez ma soeur et du coup, en fait, j'étais retourné à l'église juste un peu avant d'aller chez ma soeur. J'étais retourné dans mon ancienne église juste pour introduire parce que ça c'est important. En fait, je suis désolé, je m'exprime un peu mal peut-être, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais j'espère que vous arrivez à suivre parce que j'essaye un peu d'être clair, mais c'est pas facile pour moi de m'exprimer parce que c'est trop vaste. Bref, j'étais retourné vite fait à l'église, genre 2 fois, je crois, 2 vendredis. Et j'avais croisé une fille avec qui je m'entendais grave bien à l'église là-bas. Et en fait, avant que j'aille chez ma soeur, etc.,
un peu avant, parce qu'entre-temps, il y a eu peut-être 1 mois ou 3 semaines. Mais entre-temps, du coup, cette fille, elle m'a dit, ouais, bah, je sais que toi, bah voilà, cette église-là, tu te sens plus là et tout, parce que je lui disais aussi. Elle me dit, bah écoute, moi, il y a ça là-bas, il y a un événement Noël, etc. dans cette église, et puis elle est vraiment bien et tout, je te conseille et tout, je te l'envoie sur Insta. Bref, je reviens chez ma soeur. Le lendemain, bah, patinoire. Moi, je suis dans la chambre. Ma soeur, elle vient vers moi. Elle me dit, ouais, bah écoute, moi, je vais à Genève, je vais voir mon copain. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je sais pas, laisse-moi réfléchir un peu parce que j'ai pas envie de rester là tout seul. Et du coup, si je rentrais, je pouvais pas rentrer chez mon frère ce soir-là, chez moi, parce que c'était à 2 heures de route et j'avais passé mes clés à mon frère. Parce que vu que je partais chez ma soeur en tant que saisonnier pendant un moment, bah, mon frère, il avait peut-être des besoins des clés pour je sais pas quoi, etc. Vu que j'étais parti habiter chez mon frère. Et là, je scrolle sur Insta. Je scrolle sur Insta et je tombe sur la publication, mais après je swipe. Et après, c'est comme si le Saint-Esprit à l'intérieur me disait, hey, va voir, retourne voir, retourne. Et là, je me dis, ah, mais en fait, sans faire exprès, j'avais actualisé mon field. Et bref, du coup, je me dis, ah, mais oui, c'est vrai, c'était le même nom un peu que truc. Donc peut-être que la personne de mon ancienne église, elle m'avait ramené au truc. Enfin, elle m'a envoyé le même truc, parce que c'était la même chose. Je vais voir la conversation avec la personne de mon ancienne église, que j'aimais bien. Et du coup, je vois la publication, le truc là. Et je vois événement 16h jusqu'à 21h. Bref, je prends la décision d'y aller. Je dis à ma soeur, ouais, bah moi j'y vais, etc. Je prends la décision d'y aller, tout en sachant que le soir même, j'allais devoir dormir dans ma voiture. Mais j'avais vraiment à cœur d'y aller. J'y vais sur la route. Je pleure. Je roule, ma voiture, elle fait des phases de malade. Il n'y avait rien qu'à aller, l'embrayage était cassé, il neigeait, bref, c'était une galère, c'était horrible. Je pleure, je dis Seigneur, j'en peux plus, je me sens seul, j'ai besoin que tu m'aides dans ma vie, ça va pas. J'arrive à l'église, je me mets dans un coin parce que vu que j'avais subi de la persécution de la part d'une église, je voulais me faire petit, j'avais peur de revivre la même chose en allant dans une autre église. Bref, je vais là-bas, le culte il se passe bien, il y avait une sacrée ambiance, c'était cool, c'était toujours la joie, la bonne humeur, parce que voilà. Et puis après, je m'apprête à partir de l'église à la fin du culte et tout, c'était vraiment trop bien. Et là, il y a un gars, il m'attrape, il me dit ouais, viens et tout, tu t'appelles comment? Il me dit oh papa, ouais, tu t'appelles comment et tout. Ce gars, il était super cool. Et après, il me dit ouais, il faut que je te présente à 2 frères et tout. Bref, il me présente à 2 frères. 2 frères de l'église. Ces 2 frères, ils étaient en jour de jeûne, 21 jours de jeûne, un truc comme ça. Et ils étaient trop disposés à l'esprit. Ce jour-là, le Saint-Esprit, il était trop avec eux. Bref. Ils sentent qu'ils doivent prier pour moi et qu'ils doivent exercer une délivrance particulière. Donc ils m'emmènent dans une pièce en bas et tout de l'église et ils prient pour moi et ce deuxième frère, il commence à prophétiser pour moi et tout. Il impose sa main sur ma tête, c'était la première fois de ma vie. Et il prophétise et en même temps il exerce une délivrance, etc. Et je sens comme quelque chose quittait un peu mon corps, comme un esprit de tristesse, etc. Un esprit de suicide. Etc. Bref, les semaines qui passent, je commence à revenir de plus en plus à l'église. Le lendemain, parce que c'était un samedi, et le lendemain il y avait l'église, j'étais revenu. Et après les semaines qui suivent, je suis revenu. Moi, j'étais rentré chez mon frère. Et donc après, j'ai enchaîné. Et les mois qui passent là, donc là, en gros, on va arriver à là. Depuis tout ce temps, depuis que ce jour où je suis rentré dans cette église, ma vie, elle a changé. Jésus a changé ma vie. Jésus a transformé mon cœur et en fait, je me suis senti transformé, je me suis senti restauré, je me suis senti accompagné durant ma douleur, durant mes galères. Le Seigneur il m'avait béni en me redonnant un travail, etc. Bon, malheureusement, là, la boutique elle a fermé, donc c'est compliqué, mais c'est pas grave, je sais que le Seigneur il va pourvoir, hein, on a confiance en Dieu. Bref, moi j'avais juste un message là parce que le Seigneur il m'a vraiment changé ma vie. J'avais juste un message pour toi qui me regarde. Écoute, moi, la vie m'a brisé sous plein d'aspects possibles. Et j'ai peut-être eu de la grâce sur pas mal de choses, sur le fait que, bah voilà, il y a beaucoup d'enfants qui vivent des bombardements, qui vivent dans la faim tout le temps, qui vivent beaucoup de choses. Mais moi, Jésus, il m'a vraiment relevé. De toutes les choses qui m'ont brisé dans ma vie, aujourd'hui, le Seigneur, il m'a vraiment relevé, il m'a restauré, il m'a accompagné durant cette épreuve. Durant la perte de mon frère Melvin, il m'a accompagné et il m'a restauré. Et en fait, tu sais, quand tu vis la perte de ton frère et quand tu vis autant de choses difficiles,
c'est compliqué d'avoir la foi en la vie après. Mais le Seigneur, il a renouvelé mes pensées, il m'a redonné goût à la vie et il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a donné de nouveaux amis, de nouvelles personnes, il m'a donné une nouvelle passion, la musique. D'ailleurs, restez branchés parce que prochainement, mais on reste tranquille. Cette musique-là, c'est grâce aussi, cette passion de la musique, ça m'est venu aussi grâce à une personne que Dieu a mis dans ma vie, qui est ma meilleure amie, qui s'appelle Marcy aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est une artiste chrétienne gospel. Je vous invite à aller voir ses chansons, elles sont incroyables. Cette femme, elle veut vraiment refléter la joie du Seigneur dans sa musique. Et voilà, je vous invite à aller voir. Il m'a donné vraiment de bonnes personnes dans ma vie, un bon entourage, une bonne église, une bonne assemblée. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi il fait demain, pour être honnête. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je marche avec le Seigneur Jésus. Qu'aujourd'hui, chaque fois que je suis triste, Jésus, il est là avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi et me relève et me console toujours et encore, que ce soit à travers sa parole, à travers les gens. Car Dieu parle cependant tantôt d'une manière, cependant tantôt d'une autre. Hein, c'est écrit dans Job 33, verset 3, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Mais bref, en tout cas, toi qui me regardes, je ne sais pas ce que tu as pu vivre dans ta vie. Je ne sais pas ce par quoi tu es passé. Mais sache une chose, Jésus peut te restaurer. Jésus peut te relever. Jésus peut te guérir de toutes les blessures. Et c'est un gars qui a été brisé. Et peut-être que toi, pour toi, ma vie, elle est insignifiante. Mais sache que vraiment, moi, je l'ai vraiment mal vécu, ma vie. Vraiment mal vécu. Hein, ça a été la dépression toute ma vie. J'ai fait plein de tentatives de suicide, etc. J'ai vécu le rejet et Jésus m'a restauré. Aujourd'hui, je suis renouvelé, je suis une nouvelle personne. Je suis un homme plein de vie. J'ai l'esprit, j'ai la joie, j'ai le sourire. Si moi-même je suis passé par là et que moi, Jésus a fait ça dans ma vie, il peut le faire pour toi. Et tout ce que je te demande, c'est d'essayer de croire, ne serait-ce qu'un peu en lui et de lui faire confiance, de placer ta foi en lui, d'avoir foi en Jésus. Et peut-être toi qui as déjà rencontré le Seigneur Jésus dans ta vie, tu traverses des périodes compliquées. Mais je veux juste te dire un truc. Pierre, quand il traversait la tempête, et quand il a recommencé à regarder à droite et à gauche, et qu'il a commencé à se noyer, c'était pourquoi? C'était parce qu'il avait arrêté de garder les yeux fixés sur Jésus, et qu'il regardait à les problèmes de sa vie. Et en fait, toi qui traverses des périodes difficiles dans ta vie, ne regarde pas trop à la tempête, mais regarde à Jésus. Parce que lui t'aidera à avancer et t'aidera à surmonter. C'est pour ça qu'il disait, il dit Jésus dans sa parole de déposer son fardeau, de prendre son fardeau car il est doux et léger. Dépose ton fardeau à la croix et prends le fardeau de Christ. Prends le fardeau de chrétien, il te sera beaucoup plus doux et léger que ton fardeau sans Jésus. Et en tout cas, le Seigneur, il t'accompagnera toujours et il a des plans de joie et de bonheur pour toi. Voilà. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Sur la chaîne, il va se passer pas mal de choses. Parce que là, du coup, c'est ma chaîne YouTube. Et toi qui viens peut-être de TikTok, encore une fois, peut-être bienvenue si je ne te l'ai pas dit. Et ça me fait vraiment plaisir que tu écoutes mon témoignage. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accordé autant de temps. Donc, restez branchés par la suite sur la chaîne. On est plusieurs dessus. C'est un de mes projets que Dieu m'a inspiré. Et voilà. Je ne sais pas trop quand les choses sortiront parce que, évidemment, les projets, ça prend beaucoup d'argent, etc. Là, je ne suis pas chez moi. Je suis en vacances avec mon meilleur ami. Et voilà, j'étais en retraite spirituelle. J'en témoignerai sur TikTok un peu plus tard. D'ailleurs, je vous mettrai mon TikTok rapidement, peut-être en bio. Mais voilà. Et puis voilà, restez branchés. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler, de vous raconter ma vie, mon témoignage. C'est mon histoire. Et tout ce que je veux, c'est pas attirer une gloire personnelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment refléter l'amour de Dieu, refléter que le Seigneur Jésus il pourvoit toutes choses et qu'il règne au-dessus de toutes choses et qu'il est capable de restaurer tous les cœurs brisés, toutes blessures. Voilà. Donc tout ce que je veux, c'est que vous rendez gloire et grâce à Dieu pour ma vie et non me féliciter ou quoi que ce soit. Donc voilà. C'était tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, comme d'habitude, comme je le dis toujours dans mes vidéos sur TikTok, Jésus t'aime plus que toute autre chose. Mon frère, ma soeur, sois abondamment béni. Que Dieu te bénisse abondamment et profondément. Voilà. Et gros bisous. Big love, bisous. Ok, t'es resté. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, du coup, j'avais juste, pour conclure, je voulais juste simplement dire quelque chose d'important à mon cœur. Malgré tout ce qu'on a traversé, malgré les blessures, malgré les manques, malgré les incompréhensions,
Je n'ai aucune rancœur envers ma famille aujourd'hui. Je le dis vraiment avec le cœur, parce que je comprends quelque chose. Je ne suis qu'une pièce d'un puzzle immense, marqué par un brisement familial qui a commencé bien avant moi. Des fissures que nos parents eux-mêmes ont portées. Des choses qu'ils n'avaient pas choisies. Et pourtant, je pardonne. Je pardonne ma mère, je pardonne ma famille, je pardonne toutes les personnes qui volontairement ou non m'ont fait du mal. Parce qu'en Jésus-Christ, tout cela s'est arrêté. Et que forcément, tout n'est pas forcément de leur faute. Eux-mêmes ont été brisés. Eux-mêmes ont subi ce chemin familial qui les ont brisés. Donc je peux pas vraiment leur en vouloir. Et puis, aujourd'hui vraiment, ça fait vraiment partie de mon salut. D'avoir toujours pardonné ceux qui m'ont détruit, ceux qui m'ont fait du mal. Et surtout d'avoir eu cette intelligence émotionnelle de pouvoir comprendre les erreurs et de pouvoir comprendre les blessures des autres, dont ma mère, dont mon père, dont mes frères et sœurs, qui, eux, encore une fois je le dis, ont vécu aussi beaucoup de choses horribles de la part de nos parents. Enfin bref, le schéma s'est brisé, le cycle s'est terminé. En Christ, la malédiction s'est arrêtée avec moi. Je le dis avec assurance, ce qui a détruit ma famille ne détruira pas la mienne. Ce que mes parents n'ont pas su construire, Dieu va le bâtir avec moi. Grâce à Dieu, grâce à l'Éternel, grâce à Jésus, je ne reproduirai jamais les mêmes erreurs. Je marcherai dans la paix, dans la maturité, dans la vérité, parce que Jésus m'a libéré de ce que j'avais hérité. Et maintenant, je vais aller encore plus loin. Je veux servir le Seigneur comme jamais. J'ai de grandes ambitions. Mais cette fois, ce ne sont pas des ambitions humaines. C'est des ambitions pour le royaume. Je veux que ma vie soit un témoignage vivant. Je veux aider, inspirer, parler au cœur des gens. Transmettre ce que l'Éternel m'a donné. Je veux voyager, prêcher sa parole, toucher ceux qui ont été brisés comme moi je l'ai été. Je veux bâtir des projets solides, créer, entreprendre, partager ma foi, révéler sa lumière partout où je passe. Je veux être un instrument, une voix, un serviteur fidèle. Parce que si Dieu m'a relevé d'aussi loin, c'est pas pour que je me taise, c'est pas pour que je reste silencieux, c'est pour que je devienne une preuve vivante, que Jésus-Christ transforme vraiment les vies, qu'il redonne la vie à ceux qui l'avaient plus, à ceux qui l'avaient perdu, qu'il redonne de l'espoir, des sourires, une raison de vivre. En tout cas, Seigneur, je te serai éternellement reconnaissant. Voilà pourquoi aujourd'hui, ma vie est dédiée à Christ. Voilà pourquoi je dois ma vie à Christ. Voilà pourquoi je lui dois tout. Voilà pourquoi il est celui qui aura toute l'intention de ma vie. Merci de m'avoir écouté. C'est vraiment tout ce que j'avais en plus à partager. Je pense qu'il y avait vraiment ce petit point à clarifier. Enfin bref, je t'encourage vraiment à te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, parce que moi, il m'a sauvé de là où personne ne pouvait me sauver. Et s'il a fait avec moi, il le fera avec toi. Alors aie foi en lui, parce que celui que tu viens d'écouter a passé toute sa vie à souffrir. Et pourtant, je suis jeune, mais je t'assure que je l'ai détesté ma vie. Je l'ai haï plus que toute autre chose. Et aujourd'hui, j'ai une vision renouvelée par le Seigneur. Comme je te l'ai dit, Jésus m'a redonné la vie. Donc bon, encore une fois, s'il a fait avec moi, il le fera avec toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Sois abondamment béni. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te garde et te protège. Et je prie vraiment que tu puisses vraiment ouvrir les yeux sur le fait que rien n'est impossible à Dieu, que le Seigneur restaure toutes choses, qu'aucune de tes blessures n'est si grande ou trop petite pour être restaurée. Mais le Seigneur se préoccupe de toi à chaque instant, constamment. Alors reviens vers le Père. Je tenais juste à dire merci à mon frère Nathan du coup pour l'instrumental de prière. Allez dans la description, je mettrai son Instagram, si jamais. Voilà, ça peut vous intéresser. Et puis, il y aura du mouvement aussi sur sa chaîne sur YouTube. Et franchement, c'est un gars qui a vraiment reçu une bénédiction du Seigneur. Il y a vraiment quelque chose en lui. Donc, si vous pouvez me rendre service, écoutez ses instrus, écoutez ce qu'il fait. C'est vraiment magnifique. Ça vient tout droit du ciel. Bon, soyez bénis. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime plus que toute autre chose. Gros bisous la famille.